Autobiographie d'un Peter Pan de Pascal Géma. Chapitre 2. De galère en galère. En avril 1991, Dauphiné Libéré m'a fait l'honneur d'une demi-page intitulée L'homme à la tête de clown. Ce mois-là, je venais de me produire dans le café Romani. L'agriculture, aujourd'hui disparue. Pour le quotidien populaire, 3 ans après mes premières tentatives, j'étais toujours un gai luron aux 1000 visages. Avec sa dégaine de garçon de bonne famille, il incarne tour à tour nos journalistes et présentateurs préférés qui introduisent la caricature de la classe politique et du showbiz. Toutefois, il s'est fixé une ligne de conduite qui consiste à travailler dans le respect de certaines valeurs morales. On peut tout traiter avec finesse et intelligence, il en faut pour aborder avec audace des sujets comme la religion est disparue. J'aime les formules, le sens de la répartie, le piquant. Pour détourner, il faut savoir écouter, observer avec acuité, être au fait de l'actualité. Je concluais mon propos en rendant hommage à mon artiste préféré, mon maître et modèle Thierry Le Luron. Actuellement, je sens une sorte de saturation du public. Il faudrait renouveler, réinventer un genre de limitation. Les gens ont besoin d'émotions fortes, peut-être faut-il envisager le scandale. Le scandale, parlons-en. Durant ces années 90, j'alternais les petits boulots et les dates sur des petites scènes. Profitant de mon nouvel engagement politique, je contactai Roger Olindre, un ancien baroudeur qui a participé à la fondation du FN. Le cadre du mouvement national organisait à l'époque une grande fête des patriotes placés sous la responsabilité du Cercle national des combattants dans un château situé dans une petite localité du Cher, propriété du président Bokassa. L'ancien député frontiste de Seine-Saint-Denis a visionné une de mes cassettes et m'avait donné son feu vert pour que je vienne me produire sur une grande scène en 1990, puis je suis revenue les 2 années suivantes. Lors de mon premier passage, j'ai suscité un vif intérêt de la part de l'auditoire admiratif de mon imitation parfaite de Jean-Marie Le Pen. J'ai fait crouler la salle de rire dont l'intéressé lui-même, présent au premier rang, en train de s'esclaffer. À la fin de ma prestation, on est venu me récupérer dans les coulisses pour me le présenter. Le président du FN m'a chaleureusement serré la main en me lâchant. Ah, t'es mon meilleur imitateur. Tout est auréolé de ce nouveau titre de gloire, je pouvais rentrer dans la Drôme. Plus tard, faisant référence à ma prestation scénique dans le Cher, le célèbre journal Le Canard enchaîné m'a accordé le plus joli compliment de la presse écrite à l'égard de ma carrière. Pascal, imitateur, joue sur scène et vole au ras des pâquerettes. Je restais embourbée en continuant à me produire là où il ne le fallait pas. Lors de ces éditions du CNC, j'ai quand même eu le bonheur de rencontrer le formidable magicien, Garcimore, 1940-2000, et Daniel Guichard, un chanteur populaire dans le sens noble du terme, qui s'est par la suite expliqué au sujet de son passage dans le château où se déroulait la fête annuelle des frontistes. Autre événement piloté par le FN auquel j'ai participé au début des années 90, la fête des Bleus-Blancs-Rouges en banlieue de Paris, qui était alors le rassemblement national annuel de la formation politique. Les organisateurs m'ont fait venir 2 ans de suite. Vêtu d'un smoking, j'ai encore déclenché l'hilarité en soirée avec notamment mes imitations concernant le responsable du FN. Terribles anecdotes. Les caméras de la télévision française étaient dans la salle le soir même. Je me suis retrouvée malgré moi la vedette furtive d'un reportage diffusé sur Antenne 2. Je ne l'ai pas su tout de suite, mais on me l'a fait savoir en rentrant chez moi le lendemain. Je n'ai jamais vu ce court moment télévisé, mais les archives de l'INA ont dû préserver ces images compromettantes. Je résidais à la maison des jeunes Robert Martin de Romans, et j'ai été très vite chopée par le responsable de la structure associative, dont André Barlatier, qui était alors aux commandes. Pascal, qu'est-ce que tu as fait? Incroyable! Le lendemain de ton passage, on ne parlait que de ça à Romans. Et j'ai pris encore ça à la rigolade. Désirant tout de même bénéficier d'une autre image de marque, j'ai sollicité d'autres partis politiques et d'autres associations pour me produire sur d'autres scènes. J'ai fait la connaissance d'un agent du spectacle à Valence qui a réussi à me caser dans le cadre de la traditionnelle fête des allobroges de la Drôme, une mini-fête de l'humanité pilotée par le Parti communiste. Je me suis réjouie par avance de cette nouvelle promotion qui allait me permettre de brouiller un peu les pistes à mon sujet. Sur des billets d'entrée édités lors d'un premier jet, que j'ai préservé dans mes collections de documents personnels, on peut voir que j'étais programmée en première partie en 1993 de Rachid Bari, chanteur algérien rendu célèbre avec son tube Terre sanguine en 1982. Mais les communistes romanais ont eu vent de mes exploits parisiens
diffusé à l'antenne et j'ai été très vite déprogrammée de la fête populaire. Mon agent ne m'a jamais dit la vérité, mais j'ai très vite compris en retrouvant tout simplement un jour les souches du ticket jeté à la déchetterie de romans. Autre gala tombé à l'eau dans ces années 90. Une soirée spectacle à la MJC de Chalon-Curson, une petite localité du pays de l'Ermitage dans la Drôme qui devait me faire passer en vedette américaine. Quelques jours avant de me produire, j'ai reçu un coup de téléphone avec avec au bout du fil une voix sèche mais déterminée m'annonçant l'annulation du spectacle prévu. J'ai également compris ce qui venait de se passer. En 1992, retour dans les locaux romanais du Dauphiné libéré qui consacrait une page aux romanais et piageois, au roi du micro. Me voilà en photo aux côtés de Jean-Pierre Descombes, vedette de la télévision, Patrice Caillé, animateur de radio, et Agnès Servien, comédienne et également animatrice sur les ondes radiophoniques. Pascal, c'est un imitateur né qui a fait 40 représentations en 1992. Le journal écrivait encore. Tout jeune artiste de 24 ans, il vient de signer avec un agent artistique pour étendre son spectacle en dehors de la région Rhône-Alpes et il espère aussi passer dans un cabaret parisien. Nous lui souhaitons une parfaite réussite. En 1992 n'a pas été mieux que les années précédentes. Je courais le cachet mais je tournais en rond. Je travaillais même au chapeau. Le fameux agent artistique de Valence qui me promettait monts et merveilles n'avait rien à me proposer de sérieux sur le long terme, sinon qu'une date ou deux dans la Drôme. Pour faire bonne mesure, il m'avait fait signer un contrat qui me liait définitivement à lui et m'empêchait d'aller voir ailleurs. Quelques années plus tard, je devais engager une démarche de rupture définitive en cassant ce contrat pour me libérer une fois pour toutes. En 1993, j'avais 25 ans, mais la maturité n'était pas encore au rendez-vous dans ma petite tête de JT. Encore moins le succès. Je demeurais heureusement un bon diable serviable et généreux. Je prenais même le temps de vivre entre deux spectacles au cachet de misère. Quelques lignes encore au sujet de mes prestations réalisées au profit du RPR, la formation irakienne pour laquelle j'ai été conviée à animer des premières parties de meeting. J'ai donné un spectacle à Heure, un magnifique village drômois, perché appartenant à l'unité urbaine de Cré. Tout le gratin du RPR était présent pour me réserver de la chaleureux applaudissement à l'issue de mes imitations politiques. Il y avait dans la salle Patrick Labaune et ses amis qui ont scandé Chirac, Chirac quand j'ai fait mon apparition déguisée en maire de Paris. J'ai récidivé à Cré pour Jacques Toubon, un ponte parisien de la formation de Jacques Chirac. Enfin, dans la commune de Montélier, je suis montée sur scène en première partie du député Jean de Gaulle. À ses côtés, j'ai eu le privilège d'entonner à la fin du meeting la Marseillaise en donnant le meilleur de ma voix. Après mon exploit, le petit-fils du général s'est penché vers moi pour me murmurer à l'oreille. Oh, chantais très bien. Je me suis également retrouvée sur scène en dehors de la Drôme grâce à l'entremise d'un militant gaulliste savoyard en prenant en première partie de la chanteuse Corinne Charbier à Chambéry. Cette jolie artiste, également comédienne, a fait un tabac en 1986 avec sa chanson Boule de flipper. Malheureusement, je ne l'ai pas croisée dans les coulisses. En 1994, mon ami du RPR m'a fait revenir pour animer joyeusement une réunion du RPR au cours de laquelle l'ancien secrétaire d'État gaulliste Pierre Dumas, 1924-2004, avait fait acte de présence. Mais en nageant toujours entre deux eaux, je ne faisais pas de progrès notable pour me faire remarquer. Pour dire la vérité, je commençais à désespérer car je me rendais bien compte que la partie était loin d'être gagnée. Émerger enfin pour de bon, tel était mon but. J'avais 25 ans. Mais je relativisais tout le temps. Je n'étais pas le plus à plaindre puisque je logeais chez mon grand-père d'adoption à Romans et je ne payais pas de loyer. En échange, je rendais volontiers service à Hubert qui m'invitait souvent dans de nombreux restaurants. Ainsi, en 1993, nous nous sommes rendus 9 mois au Castel Fleury à Saint-Jean-Royan. Sans compter nos sorties hebdomadaires gastronomiques à Romans, au Chaudron, et à l'hôtel des Voyageurs, situés tous deux dans la rue Félix-Faure. Je n'oublierai jamais l'ambiance dans laquelle se déroulaient tous nos repas, sans oublier les bons mots de mon cher Hubert, qui me rassasiait des citations comme celle du fameux auteur culinaire Brillat Savarin. On termine toujours un bon repas avec un fromage. Changement d'ambiance, changement de sujet. Mes ennuis de santé les plus sérieux sont survenus à partir de mes 20 ans. Courant 1988, en faisant une sieste allongée sur mon lit, j'ai ressenti de violentes décharges électriques qui me soulevaient littéralement.
L'année précédente, j'avais fait la première crise de tachycardie après des voyages bien arrosés en Espagne et en Allemagne. À l'hôpital, on m'avait conseillé de faire attention de mettre un frein sur la consommation de clopes et d'alcool. Je n'étais pourtant pas un ivrogne patenté, mais un grand nerveux hyperactif qui devait se passer de ces excitants en vente libre. Je ne fumais que des cigarettes, mais j'avais essayé un soir avec des potes de cloper un joint. En ressentant ma tête valser, j'ai été fixée tout de suite. Ce n'était pas pour moi. Non. La seule drogue dont je n'ai jamais pu me passer, c'est de faire honneur à des bons petits plats. Donc, je ne respectais aucun régime alimentaire et avalais ce que j'adorais par-dessus tout. La nourriture absorbée souvent à toute vitesse représentait pour moi une sorte de protection contre les épreuves de la vie. J'ai cumulé des réserves. En 1989, une alerte sérieuse s'est déclenchée. Dans le train, quand au retour d'un voyage en Suisse avec Hubert, j'ai été pris d'une oppressante latente dans la poitrine, au niveau du plexus. Je respirais de plus en plus mal et je me suis levée en laissant tout seul Hubert admirer les paysages helvètes. J'ai marché dans le compartiment et je suis tombée sur un contrôleur qui me voyait dans la peine, m'a demandé C'est la première fois que cela vous arrive? Vous n'avez pas un produit sur vous? Hélas, non. Je n'avais rien. J'ai demandé si le train pouvait s'arrêter. Le contrôleur m'a rétorqué Nous allons arriver à Moutier, si vous voulez descendre. Je respirais de plus en plus difficilement et j'ai vite averti mon ami Hubert qui m'a répondu ceci. Oh, vous n'êtes pas bien. J'ai 88 ans et je me porte bien. Vous, à 21 ans, vous êtes déjà malade. Le train est arrivé en gare de Moutier, une petite commune du canton de Berne. Nous sommes descendus en avion. Pardon. Nous sommes descendus et avons pris tous les deux une voiture ambulance pour se rendre dans une clinique privée. Mais peu à peu, je me sentais mieux, beaucoup moins oppressée. Je n'ai jamais perdu connaissance. En arrivant, je n'ai pas traîné aux urgences et immédiatement, un médecin assisté d'une charmante jeune infirmière m'a examiné. On m'a posé des électrodes sur ma poitrine dénudée. Le praticien m'a regardé et m'a vite rassuré avec un accent suisse inimitable. Il n'y a rien de grave, vous êtes nerveux, c'est tout. On va vous donner un calmant et vous pourrez reprendre le train. Le sédatif a vite fait son effet et nous sommes repartis tranquillement. J'ai repris des couleurs et nous sommes montés dans le prochain train en direction de Romans-sur-Isère. Assis, en face de Hubert qui me contait de sympathiques anecdotes de voyage, j'ai pris un second calmant qui m'a fait dormir très vite. Mon pauvre grand-père devait parler dans le vide, mais le périple suisse se terminait bien. Quelques jours plus tard, la facture de la clinique suisse est arrivée à notre domicile romanais. Sans me le dire, Hubert a réglé le montant. Plus tard, ce dernier m'a glissé à l'oreille qu'il avait tout pris en charge. Immense grand-père généreux et pudique. Quelque temps plus tard, nouvelle alerte un samedi du mois de juin 1989. J'étais passager dans la voiture d'un couple d'amis qui m'avait invité pour me rendre à Lyon. Sur la route de Chalon-Curson, j'ai de nouveau ressenti une vive oppression passagère. La journée s'est bien passée. De retour dans ma bonne ville de Bourg-de-Péage, j'ai subi quelques jours plus tard une crise d'angoisse plus grave. En matinée, j'étais en train de rouler sur ma moto-bécane en ville quand j'ai ressenti de nouveau mon plexus se serrer. Sentir les premiers symptômes d'un corps qui vous échappe, c'est une horreur avec laquelle j'ai appris à vivre depuis. J'ai décidé de foncer aux urgences de la clinique du docteur Hénard située sur les quais de ma cité. Je me suis garée et j'ai filé directement au service des urgences dans un état qui ne faisait que s'aggraver. Mes lèvres tremblaient. Je ne contrôlais plus mes gestes, qui partaient dans tous les sens. Ma respiration s'accélérait. Les infirmières ont vite compris de quoi il s'agissait, et j'étais à deux doigts de perdre connaissance. On m'a allongé sur une table et mon corps se convulsait. Mes jambes se soulevaient, et j'implorais. Je vous en supplie, aidez-moi, massez-moi, massez-moi. 4 membres du personnel médical tentaient de caler mes jambes et mes bras qui s'agitaient. Un jeune infirmier est arrivé avec une seringue et n'a pas tardé à m'administrer une forte dose de Valium. J'ai finalement perdu connaissance pour me réveiller quelques heures plus tard sous perfusion, dans une chambre du 4e étage. J'ai voulu me lever, mais je suis retombée aussitôt, complètement assommée par les sédatifs. J'ai eu le temps de voir ma moto garée en bas devant un arbre, mais je ne pouvais pas descendre. Je suis sortie de la clinique, depuis disparue dans les années 90, avant la tombée de la nuit. Une semaine est passée, et c'est accompagné par mes parents que nous sommes allés voir le docteur Jean-Pierre Telmont, le médecin de famille qui m'a reçu dans son cabinet. Contre l'anxiété qui m'envahissait, il m'a prescrit un médicament délivré sur ordonnance, le Lysanxia, 10 mg. C'est vrai que cet anxiolytique, connu aussi sous le nom de Prazépam,
provoquer une détente de l'esprit chassant les angoisses quotidiennes qui harcelaient mon cerveau. Toutefois, j'ai préféré privilégier les bonnes habitudes pour ma santé, boire des tisanes calmantes à base de plantes, user de la phytothérapie et de l'homéopathie avec leurs principes actifs naturels. Mais il n'empêche que les tics ne sont pas partis et m'ont emmerdé pendant toutes des années. Je suis allée consulter un neurologue installé à Romans dénommé Kempf. En me voyant faire une crise de tic assis dans son bureau, ce dernier n'a pas tardé à trouver la pathologie envahissante et handicapante dont je souffrais, le syndrome de la Tourette. Il s'agissait d'une infection neurologique caractérisée par des tics moteurs ou sonores incontrôlés, involontaires et brefs. Durant ces premières années, de 1989 à 1993, j'ai souvent souffert le martyre et plus tard, tentant de passer le permis B, j'ai vite compris que je n'étais pas fait pour conduire un véhicule quelconque. Pour les personnes qui m'entouraient, je livrais un curieux spectacle en tant que simple passager dans un véhicule. Je n'arrêtais pas de tousser, de faire claquer ma langue dans la bouche, de bouger les jambes, les mains, de me dégrafer les boutons de ma chemise. Un spectacle infernal. Même manger relevait parfois de l'exploit avec des crises de tics récurrentes à table. Au début, j'ai perdu ainsi quelques kilos pour mon plus grand bien. Avec le temps, tout cela s'est atténué, mais la nervosité est toujours là. Je ne pouvais pas changer ma nature humaine. Tout ce que je pouvais faire, c'était de calmer ma carcasse avec les massages, la natation, les infusions, la marche quotidienne à laquelle je m'astreins depuis 2020. Une demi-heure de marche rapide qui fait vraiment du bien à l'organisme. Mais dans les années 80-90, je ne parvenais pas à bannir définitivement l'alcool et le tabac. Le bon mangeur que j'étais a pris une lubie en décidant d'acheter du jour au lendemain des quantités de charbon végétal, un médicament naturel qui œuvrait à la détoxication alimentaire et contre les ballonnements. Comme si ce produit allait atténuer mes excès alimentaires. En journée, je me baladais partout avec des fioles de gélules remplies de plantes médicinales, passiflore, aubépine, valériane, et j'en prenais aussi le soir avant de dormir pour m'apaiser un peu. Mais le lysanxia demeurait mon secours ultime quand les crises étaient trop graves. Des amis me rassuraient en me disant ironiquement: Bah, tu sais, Pascal, avec l'âge qui vient, on se calme. Les soucis de santé sont restés longtemps mon quotidien, mais je continuais d'errer de petit boulot en petit boulot. Je n'étais toujours pas résignée pour laisser tomber le spectacle, et c'est avec un mince espoir que je caressais encore le projet de faire la belle rencontre qui pouvait encore tout chambouler. Fin 1993, j'étais sollicitée par un exploitant agricole dans le canton de Bourg-de-Péage qui m'a proposé de faire plusieurs spectacles grâce à la complicité du restaurant de marche géré par la famille Benoît. L'agriculteur en question élevait des oies et accueillait toute l'année des autocars remplis de personnes âgées venues principalement de la région Rhône-Alpes. Mon moral a remonté un peu grâce à cette formule pour laquelle j'étais associée. Mon spectacle était tout à fait adapté pour ce public-là, car j'imitais Maurice Chevalier, Fernandel, Yves Montand, Tino Rossi, Bourvil. Les imitations de l'époque pour des seniors. Ces groupes avaient besoin de se détendre et de danser après la visite guidée de la ferme des oies. J'ai donc commencé ma collaboration qui a duré 3 ans avec une moyenne d'une quinzaine de cars accueillis annuellement. Pour reprendre un terme du métier de spectacle, je cachetonnais en imitant mais aussi en faisant de l'animation, car j'avais le rôle du DJ qui enchaînait les disques d'accordéon pour faire valser nos invités à tabler. J'ai rencontré des personnes âgées venues de tous les horizons, dont certaines m'ont raconté leurs souvenirs de guerre, de jeunesse, à la campagne, en ville. Je me suis enrichie de toutes ces conversations avec ces anciens. Merci de m'avoir fait vivre ces instants. J'ai passé de savoureux moments en votre compagnie. Durant l'été 1996, je suis partie en voiture en Allemagne avec 2 copains romanais. Nous sommes allés visiter le camp de concentration à Dachau à Bavière. Une semaine pédagogique placée sous le signe du devoir de mémoire. J'ai été fortement impressionnée par ce lieu dans lequel un de mes oncles a souffert durant les années noires. J'ai fait la connaissance d'un ancien soldat, américain, qui m'a demandé de le prendre en photo dans ce camp qu'il avait libéré avec ses camarades de combat en avril 1945. En 1996, la santé de mon cher Hubert commençait à décliner. Je sentais que le poids des ans était bien là et le fatiguait sérieusement. Hubert a changé. Ses propos devenaient parfois incompréhensibles, mais surtout, sa surdité empêchait presque de communiquer avec lui sans crier à son oreille. Hubert parvenait encore à sortir, mais j'avais peur qu'il fasse une chute en ville. C'est ce qui est arrivé en septembre de cette année, sur un parking d'une petite surface située pas trop loin de sa maison.
Il est parvenu à rentrer chez lui et à se faire soigner par les voisines de l'impasse. Sa figure était balafrée et il a perdu du sang. En soirée, j'ai appelé son médecin traitant qui a décidé après une rapide auscultation de faire hospitaliser Hubert. Le lendemain, je me suis rendue au centre hospitalier de Romans pour voir dans sa chambre mon grand-père allongé, qui me semblait régaillardi. Aussitôt, il m'a lancé. Qu'est-ce que ça va coûter encore, ce séjour? Ces propos m'ont fait penser qu'il n'allait pas trop mal. Mais il est vrai que Hubert a payé toute sa vie une mutuelle seulement pour ses opérations dentaires. Il n'a jamais voulu se couvrir à 100%, mais loin de lui les ennuis de santé au cours de sa longue existence. Il n'a jamais connu les séjours dans les cliniques ou hôpitaux. Mais en ce mois de septembre 1996, sa situation personnelle s'était aggravée. Un cancer était détecté dans la vessie avec des métastases qui envahissaient tout l'organisme. Un jour, le chirurgien m'a demandé de sortir de la chambre tout en me glissant à l'oreille. Je vais voir si on peut l'opérer. Je suis restée dans le couloir, j'ai tressailli quand j'ai entendu les cris de mon ami Hubert. Quelques minutes plus tard, le chirurgien est sorti de la chambre. Non, je ne peux rien faire. Je suis restée au chevet de mon cher Hubert durant quelques jours. Des voisins de son impasse et mes parents ont effectué des visites à son chevet. Le pauvre Hubert s'est mis à nous parler, dans un sabir qui devait ressembler à du patois romanais. Mon papa avait fait remarquer naïvement. Il parle pas français! J'étais triste de voir Hubert dans cet état-là, attaché au lit pour ne pas s'enfuir. Il me suppliait de lui détacher ses liens et lui donner son costume, car il n'avait qu'une seule envie, foutre le camp de cet hôpital et rentrer dans sa vieille maison de l'impasse Blain pour vaquer à ses occupations. Le 2 octobre 1996, j'ai eu le temps d'aller voir la projection de court-métrage de Buster Keaton dans la salle Jean Villard proposée sous la responsabilité de la maison des jeunes Robert Martin. Un moment de détente avant d'aller voir Hubert à l'hôpital. Hélas. J'ai rendu visite à mon bienfaiteur et ami, qui était en train de s'éteindre tout doucement. Je ne voulais pas y croire. Je suis revenu à la maison. J'étais assis au bureau. Coup de téléphone. C'était le centre hospitalier qui m'annonçait le décès de mon grand-père d'adoption dans sa 94e année. Ma vie a basculé en quelques secondes. Une question s'est posée immédiatement dans mon esprit. Est-ce que je serais digne de la confiance accordée par mon grand-père d'adoption? En effet, le 31 mai 1996, en présence de son notaire et de 2 témoins, des voisines du quartier, Hubert Revol, avait fait de moi son légataire universel. Quelques semaines auparavant, ce dernier m'avait fait part de son désir de me coucher dans son testament. Il m'avait dit en substance: Je préfère vous laisser ma maison. J'espère aussi que vous trouverez un emploi et vous la garderez. Heureusement, je lui avais fait aucun serment, mais j'étais loin de penser que je partirais un jour, en 2004, de cette sympathique petite résidence. Mais pour l'heure, je vais devoir préparer les obsèques. Nous avons dit adieu à Hubert Revol le 7 octobre 1996 dans l'église Saint-Jean-Bosco à Romans-sur-Isère. Je me suis retrouvée privée de mon grand-père d'adoption, de mon ami. L'absence d'un être cher est terrible à ressentir. Dans la maison de la Passe Blanc, je me suis retrouvée tragiquement seule. J'étais devenue propriétaire, mais je ne disposais pas des revenus de mon cher Hubert. La succession a été réalisée au printemps 1997. L'État a pris ses droits à hauteur de 60%. J'ai gardé la maison avec un peu d'argent. Assez pour survivre quelques années, mais pas suffisamment pour pouvoir restaurer les lieux. Autobiographie d'un Peter Pan de Pascal Géma. Bonsoir Marion. Au même moment, j'ai enfin constaté que la voie du spectacle ne mènerait nulle part, et je n'ai pas refusé les rares cachets qui m'ont été proposés en 1996-1997. L'évidence s'imposait. Il fallait travailler ailleurs tandis que j'essayais de restaurer ma vieille maison. Je me suis rendu compte que Hubert m'a laissé un cadeau inestimable avec cet argent, qui allait me permettre de démarrer plus tard sur de nouvelles bases professionnelles. Pour me rappeler mon devoir de gratitude, mon père me disait à cette époque: Un monsieur comme Hubert Revol, il n'y en a pas deux en France. J'ai évolué tout seul dans cette maison héritée qui m'a paru d'un coup bien grande. L'ombre de mon ami était encore présente. Je la ressentais en ouvrant chaque porte ou en parcourant chaque pièce. Je n'étais pas vraiment à mon aise. Une nuit, j'ai fait un rêve saisissant.
Hubert était assis à son bureau devant moi, qui était allongé sur son lit de la chambre située au premier étage. Une autre nuit, j'ai frissonné en entendant frapper à la porte d'en bas. J'ai regardé aussitôt par la fenêtre et j'ai vu Hubert en bas dans son costume coiffé de sa casquette rouge, un bagage à la main en train de crier Ouvrez-moi. Je ne peux pas rentrer. Et moi de lui répondre comme un imbécile J'arrive. Mais je croyais que vous étiez mort. Au début, quelques jours après la mort d'Hubert, j'avoue que j'ai eu du mal à rester la nuit pour dormir, et je partais parfois à 2 heures du matin chez mes parents, où je retrouvais ma chambre. Mais ma maman m'a très vite remis sur le droit chemin. Pascal, c'est ta maison, et tu dois y retourner et vivre là-bas. J'ai obéi, et j'ai accepté, encore durant quelques mois, les rêves récurrents au cours desquels Hubert revenait faire un tour dans son habitation. Durant l'automne 1996, le destin m'a remis des chats sur ma route. Alors que je m'étais juré de ne plus partager leur compagnie suite au décès de mes Pupus et de Mickey dans les années 80, un chat des rues a surgi dans la rue sombre du vieux roman, un soir, que je rentrais tranquillement chez moi. Un félin sauvage adulte qui m'a suivi jusqu'à la maison de l'impasse Blain. Je l'ai aussitôt baptisé Fritz, référence germanique à Félix le chat. Son caractère était fort et affiné, et affirmé. Il n'est pas resté seul bien longtemps, puisque quelques mois plus tard, j'ai fait une autre belle rencontre sur une route de campagne en rendant visite à un ami demeurant dans un petit village. En roulant sur mon deux roues, j'ai aperçu sur le bas-côté une petite boule de poil émergeant d'un bosquet, hurlant sa détresse. Un chaton affamé que j'ai immédiatement mis dans le coffre de mon scooter et emmené chez mes amis. Il a tout dévoré dans l'écuelle de la minette de la maison, avant d'engouffrer encore des petites choses au retour chez moi. Je l'ai prénommé Max, une pensée pour Max Linder, et il a débuté une amitié avec Fritz, qui n'a pas duré. Max le dominant a malheureusement chassé Fritz au début de l'année 1997. Du jour au lendemain, Fritz le bagarreur, le félin solitaire, a repris la route. Repose en paix, mon ami. Tu n'étais pas commode, agressif au possible, mais tu resteras gravé dans mon cœur. Max est demeuré à mes côtés jusqu'en octobre 2004, date de son décès lié au sida du chat. Il a été mon meilleur copain. J'avais transformé ce félin en petit chien qui me suivait de partout et faisait montre de jalousie quand je recevais du monde chez moi. Nous avons pris de bonnes habitudes tous les deux. Le soir, Max m'attendait sur les premières marches de l'escalier tandis que je préparais mon infusion pour monter ensuite à l'étage. Quand ça n'allait pas assez vite, mon ami miaulait son impatience. Notre complicité était exceptionnelle. Mon Max, tu as vécu intensément tes 8 années sur Terre. Je pense t'avoir donné beaucoup durant cette période. Un seul regret, ne pas t'avoir fait vacciner alors que tu étais tout petit. Je t'ai emmené plusieurs fois chez le vétérinaire pour te soigner. Hélas, tu es parti victime d'une saloperie que les humains connaissent bien. Tu reposes aujourd'hui en paix, dans la campagne péageoise grâce à Christian, mon demi-frère qui a accepté de t'accorder dans son champ ta dernière demeure. Ton souvenir est toujours calé dans mon cœur. Et les amours? Le grand pudique que je suis, devenu sans doute par la faute des temps modernes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, n'aime pas tellement évoquer ce chapitre, car je préfère garder le silence, voire brouiller les pistes. Je dois avouer que je n'ai jamais été équilibrée dans ce domaine. Un de plus. Les choses de l'amour sont devenues tardivement, et j'ai toujours été un grand sentimental sans savoir réellement ce que je voulais. Sincèrement, j'ai rarement vécu quelque chose de long et de passionné. J'ai souvent connu le cœur qui battait la chamade brièvement en donnant un baiser à une jeune fille. Mais rien de sérieux durant ma jeunesse. Je me suis toujours demandé si j'étais fait pour vivre en couple. Mais je ne suis jamais restée insensible aux déclarations d'amour. Peu importe le sexe. J'ai eu ma période de libertinage et préservé précieusement mes premiers souvenirs de mes relations éphémères pour mon entourage. Mais je me confie un peu dans ce livre, comme je l'avais promis. Retour en arrière. Bonsoir Lola, merci pour les likes, c'est gentil. J'avais 18 ans et j'étais troublée par un ami du même âge qui était très proche. La beauté masculine ne me laissait pas de marbre. Premier baiser, première étreinte, qui était parfois un peu maladroite. Mon cœur abattu à 100 à l'heure, quelque temps plus tard, dans les bras d'une ravissante brunette, au cours d'une soirée organisée dans l'ancienne caserne, bon de roman, où se trouvaient les gendarmes mobiles. C'était l'arbre de Noël et je faisais des imitations en playback sur scène. Après mon passage, on m'a convié à table à côté de cette magnifique fille qui a ensuite dansé langoureusement avec moi, le temps d'échanger un long baiser chaud et appréciable. Nous nous sommes ensuite revus, puis rapidement perdus de vue. De brèves relations,
ont émaillé par la suite mon existence amoureuse. Moi qui étais fascinée par le modèle de couple donné par mes parents, je vivais tout le contraire avec des amourettes de passage qui ne se concrétisaient pas sur la durée. Avec les ans qui défilaient, je me suis finalement demandé: est-ce que tu es réellement constitué pour vivre avec quelqu'un? À la maison des jeunes à Romans, alors que je résidais dans le foyer, j'avais fait la rencontre à l'âge de 22 ans d'un charmant garçon venu du Danemark pour ses études en France. Nous avons entamé une relation très forte, amicale, qui s'est transformée en moment passionné et charnel. Mon, dé- mon démon s'appelait la jalousie, et je l'ai démontré avec mon amant nordique car je lui faisais des crises pour un oui ou pour un non. Mon comportement a finalement eu raison de cette relation sans avenir. Mais tout s'est désintégré au fil du temps avec ce jeune homme mignon qui est parti un jour sans me dire au revoir. À cette même époque, j'ai rencontré une belle enseignante britannique venue accompagner son groupe d'élèves à Romans au début des années 90. Nous avons fait connaissance grâce à une amie commune installée à Romans et elle m'avait invité à venir lui rendre visite sur sa péniche ancrée sur la Tamise en banlieue de Londres. J'y suis allée sans tarder, j'ai passé 15 jours de rêve. Je découvrais pour la première fois la gigantesque ville de Romans et je me laissais bercer par la douceur des mots de ma délicieuse partenaire, mon aînée de 5 ans. Elle devait revenir en France à mon invitation quelques mois plus tard pour notamment faire connaissance avec mes parents. Hélas, cette relation amoureuse s'est délitée en raison certainement de la distance géographique. Et puis je ne vais pas égrener toutes mes relations dans ce livre, mais j'ai eu encore des amourettes passagères sans lendemain. En fait, il a toujours régné chez moi un désir d'indépendance qui prenait le dessus et m'empêchait de m'engager plus en avant dans une relation sur le long terme. Je ne trouvais jamais la totale osmose avec la personne fréquentée. Il aurait fallu prendre le temps de connaître davantage la personne pour créer une complicité réelle et sincère. Toutefois, il y a eu une belle exception en 1995. J'ai fait la connaissance d'une charmante fille habitant d'une petite commune située dans le pays de Romans, ma cadette de 5 ans. Elle avait 22 ans et moi 27. J'ai vécu quelques mois de bonheur furtif, mais j'ai tout gâché à cause de mon déséquilibre habituel. J'avais pourtant des sentiments, mais j'avais peur d'entraîner ma compagne dans le désastre d'une vie professionnelle loin d'être stabilisée et sûre. L'envie de faire du spectacle m'habitait toujours. Mais est-ce que nous étions du même monde? Alors bêtement, sans méchanceté aucune, je devais lui annoncer un soir que je souhaitais prendre de la distance. Une décision dont je devais me mordre longuement les doigts quelques mois plus tard. À ma grande honte, je crois que c'est l'une des rares filles que j'ai faites pleurer. Un jour, réalisant mon immense erreur, j'ai tenté de la rappeler, mais elle m'a répondu sans hésiter que mes regrets arriveraient trop tard, d'autant qu'elle avait commencé à fréquenter un autre homme. Elle s'est finalement mariée avec lui et le couple s'est installé à la campagne. Elle a eu une petite fille. J'ai recroisé parfois en ville celle que j'avais sincèrement aimée au bras de son mari, et nous nous sommes toujours salués poliment, mais la page était définitivement tournée. Autre souvenir cuisant, en 2007, je crus au bel amour avec une superbe vendeuse d'un grand magasin romanais. Elle était très belle, pour moi, mais elle m'a fait vivre pendant 2 semaines sur un nuage. Elle est partie un vendredi soir, après avoir soigneusement écrasé sa clope dans mon cendrier sur la terrasse de mon appartement. Paix à joie. Elle m'avait simplement dit: ce week-end, je vais faire les boutiques dans le sud avec une amie. Bisous, on s'écrit. Le lendemain, plus de nouvelles, pas un texto. Immédiatement, j'ai pensé qu'il lui était arrivé quelque chose, mais j'avais au fond de moi un sale pressentiment. Je n'ai rien dormi de la nuit. Je l'ai appelée parce que je ne comprenais pas. Au début, pas de réponse. Les jours suivants, elle m'a laissé des messages classiques du genre: je ne suis pas encore prête ou j'ai besoin de temps. Grâce ou à cause de tous ces déboires amoureux, j'ai appris à retenir une chose: aimer, cela relève du sport de haut niveau. Restent tout de même de beaux souvenirs, des scènes inoubliables qui ont jalonné mon parcours personnel, comme celle qui s'est déroulée en 2002, durant un été inoubliable assis sur une plage du Var avec un magnifique coucher de soleil, en train d'enlacer ma belle tout en lui susurrant les plus beaux mots de la langue française. En 2006, pour la rédaction de mon ouvrage consacré à Thierry Le Luron, je me suis rendue à Paris pour rencontrer Bertrand Rousseau, un imitateur parisien qui m'avait fait rêver à la télévision dans les années 90. Doué, talentueux, d'une beauté grecque, il avait eu son heure de gloire à partir de 1987 grâce à Patrick Sébastien qui l'avait propulsé sur le devant de la scène.
Ses imitations féminines étaient excellentes. Vanessa Paradis, Brigitte Bardot, Jeanne Birkin, Rika Zeri, Zare Rai, etc. En solo, Bertrand est littéralement crevé le petit écran. Puis ensuite, il a poursuivi ses exploits au sein du groupe Les Imitateurs des Cyclones. Il a stoppé sa carrière au début des années 2000 pour devenir gardien de musée à Paris. Ma première rencontre avec Bertrand ne m'a pas laissé indifférent. J'ai pu obtenir tous les renseignements désirés et en prime, nous nous sommes rendus à l'hôtel de ville de Paris pour le vernissage dédié à l'œuvre du photographe Robert Doisneau. Je ne cessais d'observer Bertrand, qui avait une élégance naturelle, une distinction qui me laissait pantois et admiratif. Je reconnaissais tout de suite un signe distinctif propre à ces artistes du showbiz. Nous avons dîné ensemble dans la soirée, puis je suis revenue dans la capitale pour le revoir. J'y tenais absolument. Ce Bertrand me subjuguait. Tout était raffiné, délicat chez lui. Il résidait dans un petit appartement tout près du Marais, qui est surnommé la Roulotte. Bertrand m'a fait découvrir ces nuits parisiennes où nous allions nous encanailler dans ces rues sombres de Paris. Le monde gai nous ouvrait ses portes, mais nous restions quand même dans la limite du raisonnable, même si Bertrand me faisait parfois un appel du pied pour aller plus loin dans certains lieux que j'ai soigneusement évité de connaître. Nous dînions en tête-à-tête au restaurant Le Berkeley, avenue Matignon, où nous saluions l'incontournable et regretté parisianiste Jacques. Attendez, j'arrive. Jacques Collard, qui m'avait préfacé mon livre sur le Luron. Là, il y avait des petites photos. Les restaurants, les taxis, les bouteilles, je n'ai jamais compté, surtout que j'aimais Bertrand. Mais au fil de mes visites parisiennes, j'ai compris que mon bel ami était libre comme l'air, indépendant mais capable de s'adonner au plaisir passager de la relation physique éphémère. J'ai aimé Bertrand follement, mais j'ai finalement accepté le fait qu'il n'y aurait jamais de vie à deux. Ce n'était pas possible. Mais j'ai toujours gardé un lien avec Bertrand qui m'appelait régulièrement bien des années après notre période folle. En abordant le chapitre des amours, je me pose cette éternelle question. Est-ce que le grand amour existe vraiment? Ayant dépassé la cinquantaine, je me suis résolue à faire mon deuil de rencontrer le grand amour. Me voilà catégorisée comme vieux garçon. Je ne suis pas le premier. Le désir d'indépendance est très fort chez moi, même si j'adore donner beaucoup d'affection. Et puis aujourd'hui, au XXIe siècle, l'offensive des féministes extrémistes n'arrange rien du tout dans ce domaine des relations amoureuses. Il s'agit d'un autre thème que je n'ai pas voulu aborder dans cet ouvrage. D'autres le feront mieux que moi. Retour sur ma chronologie professionnelle. En 1997, j'étais embauchée par une vieille dame qui résidait à la campagne dans une immense résidence aux alentours de Romans. Son mari, hémiplégique, avait besoin d'être promené en journée. Me voilà salariée pendant 6 mois. La dame m'a prise en affection, ce qui n'était pas du tout le cas de ses filles et de ses gendres qui me jugeaient débile et irrécupérable. Il faut dire que je facilitais leur avis avec mes conneries constantes et mes imitations mal placées. J'entretenais l'ambiguïté, je jouais au con, ce qui donnait de moi une image de pauvre type gentil mais paumé. Ces gens seront très surpris d'apprendre plus tard que j'étais devenue pigiste dans les journaux et auteur de livres. La dame qui m'employait prenait pitié de moi en me faisant sans cesse la leçon. Mais qu'allez-vous devenir? Vous n'avez pas de permis, pas de voiture, donc vous n'aurez pas de femme. Devenez auxiliaire de vie, car vous êtes gentil pour les autres. Ce refrain devenu répétitif me manque beaucoup parce que la vieille dame est partie rejoindre son mari en 2016. Elle était tellement sincère mais bienveillante pour moi. Le pauvre Georges a vécu jusqu'en août 1997. Mais sa veuve tenait à me garder et m'a fait travailler régulièrement son jardin. À chaque fois que je publiais un livre, elle me l'achetait non sans oublier de bougonner un peu. C'est bien parce que c'est vous, hein? Sinon, je n'achèterais pas des livres. 1998 a été une annus horribilis pour moi, mais aussi une année de réflexion quant à mon avenir professionnel. Horrible dans le sens où j'ai bénéficié pour survivre du RMI, revenu minimum d'insertion, l'ancêtre administratif du RSA, revenu de solidarité active. Les choses étaient claires.
Aucune activité ne m'a occupé le corps et l'esprit de janvier à décembre cette année-là, mis à part quelques spectacles donnés dans la région pour mettre un tout petit peu de beurre dans les épinards. Après 10 ans de présence sur scène, j'ai tiré le bilan d'une galère totale dans ce domaine, aucune percée notable, et j'ai pris conscience qu'il fallait laisser tomber la partie en se consolant ainsi. Cette tentative a été expérience professi- pardon, une riche expérience personnelle et artistique. À l'automne 1998, je me suis rendue déguisée dans les allées de la foire du Dauphiné de Romans, affublée d'un masque de Robert Hue, qui était à l'époque secrétaire national du Parti communiste français. Entre deux photos prises avec quelques invités de cet événement régional, j'ai profité de ces dernières semaines pour déconner un peu avant de passer aux choses sérieuses. J'avais 30 ans et je savais que j'étais en tournant de mon existence. Je prenais surtout conscience de tout cela, que tout cela pouvait se terminer à la rue. La carrière de SDF pouvait s'ouvrir à moi. J'acceptais encore un dernier job précaire au début de l'année 1999 en bossant dans une équipe de réinsertion au service d'une structure sociale basée près du lac de Champeau, situé à quelques kilomètres de Romans-sur-Isère. L'ambiance était bonne, nous avons travaillé en plein air, mais je ressentais une forte envie de vraiment passer à autre chose, d'en finir avec ces petits boulots précaires qui allaient me détruire intérieurement. Le côté positif de cet emploi résidait dans le fait de travailler au service de la cause environnementale, nettoyage des rivières et des bois du pays de l'air basse. Philippe, le chef d'équipe qui était un type super sympa, ainsi que la plupart des jeunes qui bossaient à mes côtés. Mais je devais passer définitivement à autre chose. J'avais des compétences, des capacités, et il était temps de mettre de l'ordre dans ma tête. J'étais sur la dernière ligne droite de la connerie. Fallait vite changer de braquet, car il allait être trop tard. Se laisser bercer sur le cours de la rivière précaire allait m'entraîner dans les rapides, avant la cascade finale. Dernier acte supplémentaire de mon instabilité. Au début de 1999, je suis devenue membre de l'Église de Jésus-Christ, des Saints des Derniers Jours, ou autrement dit l'Église mormone, une structure restaurationniste fondée dans l'État de New York en 1830. En fait, j'avais rencontré de missionnaires américains qui étaient venus sonner chez moi. Je les ai reçus et comme ils étaient bien sympas, je me suis mise à fréquenter leur église basée à Valence. Un flirt religieux qui a duré tout au long de cette année, mais qui a peu à peu pris fin au début des années 2000. J'avais enfin décidé d'arrêter de me chercher. J'ai toutefois gardé des liens amicaux avec certains membres de cette église. Une chose m'avait sincèrement attiré dans cette église made in USA, la recherche de la perfection humaine. Hélas, devenir saint et bon, incapable de critiquer, mentir, médire, tout cela relevait de l'utopie à l'instar de ce que fut aussi d'un autre répertoire, l'avènement du communisme en Russie. Mais je me suis toujours refusé à cataloguer les Mormons dans la catégorie des mouvements sectaires. La preuve, j'en suis partie sans être menacée ou poursuivie. Au mois de septembre 1999, j'ai quitté une fois pour toutes ma salopette de travail et je me suis juré de faire enfin quelque chose qui me plaisait. Imitateur ou présentateur d'événements? Non, merci. J'avais donné la page et était tournée. Je voulais m'épanouir tout en devenant crédible aux yeux de mon entourage qui se faisait un peu de mauvais sang à mon sujet. Comme je lisais régulièrement des ouvrages et que je me faisais des revues de presse, j'avais envie d'écrire à ce moment-là. Du moins, en faire l'apprentissage, car je ne pouvais pas dire que j'étais un rédacteur avisé, même si je ne faisais pas trop de fautes dans mes courriers. L'idée de devenir correspondant de presse pigiste dans les journaux m'est venue à l'esprit. Une décision confortée après une convocation par le CAP, Centre d'accompagnement professionnel pour l'emploi de Bourg-de-Péage, qui m'avait envoyé me présenter dans une entreprise d'enseigne basée à Mours-Saint-Uzeb. C'était en septembre et je me suis pointée sur place à l'heure pour rencontrer l'employeur. Ce dernier m'a expliqué le boulot, montré l'atelier et m'a dit: Voilà, vous voyez, et vous commencez dès lundi prochain, si cela vous dit. Poliment, j'ai promis de réfléchir à cette offre et je suis repartie. Un choix clair s'offrait à moi. Le travail peinard à 35 heures dans une entreprise à contrat à durée indéterminée, ou se lancer dans la correspondance de Brest pour des journaux, jouissant d'un statut précaire, un salaire inexistant et des conditions de vie toujours aussi difficiles. C'est finalement sur la seconde voie que je me suis engagée tout en connaissant les risques que je prenais. Sans perdre de temps, j'ai répondu à une petite annonce d'un journal distribué gratuitement qui avait 2 éditions dans le pays de Romans et de Saint-Donat, le local.
Alain Fournier, le patron, m'a convoqué pour m'annoncer la couleur. 1 000 francs, 150 € par mois pour une vingtaine d'articles rédigés dans les communes du canton de l'Herbasse. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée soudainement valorisée et socialement rehaussée. J'effectuais un boulot qui consistait à rencontrer les autres et surtout à apprendre tous les jours dans de nombreux domaines. Comme disait un membre de ma famille d'une façon récurrente, c'est cette terre, on apprend chaque jour jusqu'à notre dernier souffle. Ce boulot de correspondant était enrichissant. Je ne voyais pas le temps passer, je me formais sur le tas, découvrant jour après jour les ficelles de la profession. Je débutais surtout une collection immense de photos dont j'ai préservé chez moi tous les négatifs, puis par la suite les disques numériques. J'étais très motivée. Parmi mes premiers papiers écrits, j'ai le souvenir d'un compte-rendu d'un spectacle du regretté rocker Dick Rivers à la foire du Dauphiné et une interview de Daniel Guichard à Tain-l'Hermitage en octobre 1999. Mes premières rencontres avec des personnalités de premier plan. J'étais un peu maladroit pour poser mes premières questions, mais j'avais le feu sacré. Par ailleurs, je me suis mise à faire des portraits dans les communes qui m'étaient attribuées. Je sillonnais avec bonheur cette Drôme des collines sur mon deux roues. Très vite, j'ai aimé ces figures locales de la vie drômoise. Ce que je ne savais pas alors, c'est que la plupart des gens étaient encore des lecteurs du journal papier. Une presse qui connaissait déjà des difficultés. J'ai cherché à étoffer mes modestes revenus en essayant d'écrire au service d'autres journaux. Au mois de mai 2000, l'hebdomadaire Peuple Libre à Valence cherchait un correspondant sur Romans-sur-Isère et Bordeaux-Péage. Ce journal très connu dans la presse départementale a été fondé en 1947 par des ecclésiastes. Dans le bureau de Peuple Libre, situé en plein centre-ville de Valence, j'ai été reçu par le responsable Laurent Grémaud, qui m'a vite donné les indications. Sera laissé, tu vas écrire 2 ou 3 papiers par semaine et si ça peut le faire, on continuera de travailler ensemble. Je me suis mise une fois de plus à donner le maximum de satisfaction au journal privé de correspondants, depuis longtemps sur le secteur de Romans et de Bordeaux-Péage. Nous avions encore beaucoup d'abonnements. Non, pardon. Nous avons encore beaucoup d'abonnés, principalement dans les campagnes. J'ai appris plus tard que Peuple Libre était une véritable institution dans les chaumières de nombreuses fermes dans les localités de la ruralité. Des milliers de personnes s'étaient fidélisées à notre hebdomadaire. J'ai adopté mon rythme de croisière tout en me donnant des objectifs plus importants. Pérenniser ce boulot de pigiste dans le journal tout en écrivant en parallèle des ouvrages biographiques pour une maison d'édition. De nombreux projets germaient dans mon esprit. J'étais galvanisée, je me disais que l'avenir m'appartenait. J'avais 32 ans, de l'enthousiasme à revendre, et j'étais contente de mettre en application ce que je pouvais faire. Je n'étais pas encore bien décidée sur le choix de mon premier livre. Grâce à mon statut de correspondant de presse, j'ai fait mes premières rencontres dans le spectacle et le cinéma. D'abord, lors de la foire du Dauphiné, j'ai rencontré, à l'automne 1999, le soliste Fred Mella, des Compagnons de la chanson. Un sacré talent qui chantait encore à 75 ans, en perpétuant la mémoire de ses camarades partis à la retraite, au milieu des années 80. Constatant son succès, important auprès de nombreux seniors, j'étais tentée de le solliciter pour faire une biographie écrite par mes soins. Je ne manquais pas de culot. Des admirateurs du chanteur m'en ont dissuadé et j'ai laissé tomber. Ensuite, j'ai pensé au grand comédien Jean Lefebvre que je venais de rencontrer au théâtre du Rhône à Bourg-les-Valence. Cet artiste prodigieux sur scène, très sympathique dans sa loge avec les journalistes et ses visiteurs, jouissait d'une image de marque très positive dans la France de la fin des années du XXe siècle. Au moment de la rencontre, je n'ai finalement rien demandé à l'acteur. Manque d'assurance, probablement. Je me suis ensuite tournée carrément vers Patrick Sébastien pour lui demander d'écrire un livre de souvenirs. Cela se passait un soir du printemps 2000, au café-théâtre La Charrette à Romans, après un spectacle du magicien Danny Larry révélé grâce à l'imitateur de renom. Patrick m'a écouté accoudé au bar de l'établissement fondé par Christian Vincent en mode cause toujours. Il se pinçait les lèvres pour ne pas éclater de rire à la figure. Il m'a donné un numéro de téléphone à Paris pour le contacter. J'ai appelé plus tard et je suis tombée sur la femme de Patrick qui ne m'a pas donné envie d'insister. Finalement, je me suis enfin tournée vers un monument du cinéma, Fernandel, 1903-1971. Je n'ai pas tenté de contacter la famille tout de suite et je me suis mise à écrire un volumineux manuscrit. Paris risquait en cas de refus, mais je voulais l'envoyer par la suite à qui de droit. Le jeune débutant inconnu que j'étais ne pouvait pas perdre de temps à aller frapper à la maison de personnalités encore vivantes car le refus ou l'indifférence se trouvait derrière à tous les coups.
Durant l'été 2000, j'ai donc pris le risque d'écrire ce manuscrit grâce aux nombreux documents sur la vedette marseillaise accumulés par mon ami collectionneur André Baubanrien, pardon, Beaubenrien. Et j'ai passé une bonne partie de l'été dans la maison d'André qui faisait face à l'église du petit village de Bouvante-le-Bas dans le Royan. André, c'était notre monsieur cinéma, régional, qui collectionnait des quantités de documents sur les artistes, tous sans exception. Grâce à lui, j'ai pu éplucher les dossiers créés de toutes pièces par cet ancien magasinier électricien, passionné par le cinéma et le spectacle. J'avais fait sa connaissance dans les années 80, suite à la publication de plusieurs articles de presse saluant ses collections. Et Fernandel était son acteur préféré. Cela me convenait bien car je suis tombée sur des piles d'articles de presse et de documents rares qui m'ont rendu un service non négligeable. Pour remercier mon ami, j'ai envoyé pendant des années des quantités de photos d'artistes que j'amassais au hasard de mes rencontres journalistiques. André nous a quittés en avril 2012 à l'âge de 85 ans. Grâce à lui, j'ai pu découvrir de vieux films et surtout des documents rares conservés dans son musée du cinéma. J'ai essayé par ailleurs de le faire connaître auprès des médias nationaux. Nous avons décroché au printemps 1998 un reportage pour le Trésor de Jean-Pierre Pernaut, dans lequel je suis apparue à côté de mon André. J'étais légendé ainsi. Pascal Gemma, collectionneur. En 2000, j'ai rédigé avec le concours de bonne vieille machine à écrire le manuscrit dédié à Fernandel avant de l'envoyer au début de l'année 2001 à Franck Fernandel lui-même, l'unique fils de la vedette disparue, qui vivait dans la grande résidence de son père à Marseille. Je savais que le pari était risqué, mais je n'avais pas le choix. Avancer, aller de l'avant, tel était le but de chaque être humain qui doit survivre sur cette planète. Il fallait oser. Quelques jours plus tard, Franck m'a téléphoné. Écoutez, je viens de lire ce que vous m'avez envoyé. Il faut qu'on en parle. Rappelez-moi. Je n'ai pas tardé à rappeler le fils de mon idole de jeunesse. Franck m'a immédiatement proposé de venir le rencontrer chez lui et de me présenter un éditeur sérieux en la personne de Gérard Bluat, le patron des éditions Autre Temps basé dans la cité phocéenne. Un homme brillant dont le passé a été consacré à la lecture, l'écriture, la défense de la langue française ainsi que de la poésie. Gérard Bluat a été cité dans la monumentale Anthologie de la poésie française de Robert Sabatier. Dès lors, je ne tenais plus en place. J'avais l'impression que j'allais tout bouffer et qu'on allait faire un gros coup. Enfin, je prenais un grand virage salutaire. Franck Fernandel m'a reçu chez lui par une chaude matinée printanière de 2001 et j'ai fait connaissance avec le digne fils de son papa. Sur sa terrasse, j'ai rencontré également Gérard Bluat qui a accepté de m'accorder une chance. Il m'a donné des explications simples, claires et concises pour me faire comprendre que nous allions réaliser un travail intimiste tous les trois. Franck a accepté volontiers de me livrer pendant toute la journée des anecdotes pour la plupart inédites et souvent croustillantes sur son père que je devais ensuite jeter sur le papier. Nous avons travaillé avec un bon vieil appareil à cassette audio pour enregistrer toutes ces petites histoires. Franck était un homme âgé de 66 ans en 2001, qui avait une belle carrière derrière lui. Néanmoins, je devinais en l'écoutant parler suinter une certaine amertume envers telle ou telle structure ou telle personne. Il avait été blessé, je pense, par les épreuves de la vie. Sur la table de sa terrasse, il avait posé 2 téléphones portables devant lui, et entre 2 petites histoires enregistrées, il répondait aux incessants appels de sa compagne, avec qui il échangeait des petits mots doux. J'avais remarqué que cette immense propriété dans laquelle je suis restée une journée complète comportait 2 immenses bâtisses dont une était fermée en raison sans doute du coût de l'entretien. Lors d'une pause, Franck m'a montré du doigt le vaste parc. Allez-y, Pascal. Allez vous promener sur les traces de mon père, de Marcel Pagnol et de Rému. Je me suis levée pour marcher sur le chemin emprunté par ces immortels du cinéma. L'émotion me gagnait. J'étais un privilégié qui prenait le temps de faire quelques pas dans cette prestigieuse propriété. Après un rapide déjeuner, pris dans un petit restaurant marseillais, nous avons conclu. Pardon, notre travail avant le début de la soirée, et je suis repartie gonflée à bloc en direction de Romans. Il fallait que j'écrive à la première personne en parlant à la place de Franck Fernandel.
J'avais un contact permanent avec Gérard Bluat qui me donnait les instructions à suivre. Le travail a été long et fastidieux, mais j'y suis parvenue dans les délais demandés. J'ai envoyé le manuscrit à Marseille et les services de la maison d'édition se sont mis au travail pour la correction et l'impression de la couverture. J'ai reçu un beau matin la première couverture du livre Le couleur bleue et j'ai gardé précieusement dans mes archives Mon Fernandel par Franck Fernandel en collaboration avec Pascal Gemma. De voir cette couverture sur laquelle mon nom apparaissait pour la première fois, les larmes ont coulé sur mes joues. Je me suis dit que ma vie allait être révolutionnée. Mais cette joie a été de courte durée. La couverture a été encore modifiée avec la disparition de mon nom sur la couverture, reléguée à l'intérieur du bouquin. Franc et direct, Gérard Bluat m'a fait savoir que je n'étais pas assez connue pour figurer sur la couverture pour ce premier livre. Il m'a aussi annoncé que l'ouvrage allait sortir en fin d'année 2001. Je ne connaissais pas les rouages de l'édition, loin de là. Je pensais que nous allions vendre immédiatement beaucoup d'exemplaires, et je pensais que j'allais garder la maison léguée par Hubert en 96. Je voyais déjà des droits d'auteur considérables tomber dans mes escarcelles. Mais mon éditeur m'a prévenu. Il faudra attendre toute l'année 2002 et les droits d'auteur tomberont au printemps 2003. Dans le cadre du lancement de cette biographie, je suis repartie à Marseille en fin d'année 2001 pour retrouver Franck Fernandel et Gérard Bluat dans une salle du 5e arrondissement. Une belle soirée et une première rencontre réussie avec les lecteurs venus nombreux. J'ai retrouvé mes nouveaux amis quelque temps plus tard à Carry-le-Rouet pour une autre présentation du livre Mon Fernandel. Bonheur supplémentaire. J'ai échangé quelques mots avec l'auteur Yvan Audouard et les chanteurs Maria de Rossi et Alain Turban. Immédiatement, je sus que le livre se vendait très bien. Chez moi, dans ma région, j'ai fait le nécessaire pour faire parler de ce livre. En novembre 2001, le journaliste de l'Impartial m'a consacré une page intitulée Le cinéma à la Gemma. La présentation de mon livre, Mon Fernandel, à Carry-le-Rouet figurait en bonne place. Le sympathique journaliste Jérôme Méran a écrit un superbe texte qui me touche encore. C'est un garçon corpulent, aux yeux malicieux et à la voix presque rock, que nous retrouvons à une table du café-théâtre, la Charrette à Romans. Pascal Gemma parle de sa passion avec enthousiasme, comme un fervent de Beethoven, sauf que lui, son idole, c'est Fernandel. Et plus généralement, c'est le cinéma qui anime ses élans du cœur. Et Jérôme de conclure son long papier en évoquant le souvenir de mon grand-père, Hubert Revol, né à quelques jours d'intervalle, le même mois et la même année que Fernandel. Hubert avait d'ailleurs rencontré le grand comique marseillais en 1935, lors de son tour de chant à Romans. Les deux hommes avaient déjeuné ensemble avec Henri Roux, le patron de cinéma de Romans, dans un restaurant péageois aujourd'hui disparu. Hubert Revol est décédé en 96. Ce livre est pour lui. Dans le quotidien Le Progrès, du 20 novembre 2001, la correspondante de presse Halima Larbi Pacha s'est penchée sur mon passé social et professionnel. Dans le procès de sa vie, beaucoup de choses ne plaidaient pas en faveur de Pascal Gemma. Mais après une jeunesse trouble, partagée entre emploi précaire et assistanat en tout genre, ce passionné de cinéma français a décidé un jour de se prendre en main, de s'en sortir et de franchir le cap du millénaire avec une nouvelle vie en tête. Ce papier n'a pas fait du tout plaisir au collectionneur André qui s'est exclamé devant moi. On dirait que ton passé était celui d'un bandit. Quand en février 2003, la médiathèque de Romans m'a consacré une soirée spéciale pour présenter Mon Fernandel, la presse n'a pas manqué de revenir pour couvrir ce moment privilégié. Par exemple, ma grande amie Sylvie Riban a signé également un papier très sympathique dans le Dauphiné libéré. Pascal Gemma s'exprime à la première personne du singulier, le temps, en 185 pages, de se glisser dans la peau de Franck Fernandel qui évoque la mémoire de son père. Une vie qui nous fait rire et pleurer, au travers de laquelle Franck a forgé sa propre personnalité d'artiste, avec ses jours fastes et les autres. Grâce à cette biographie, c'est toute l'humanité qui fait le charisme d'un grand acteur que l'on retiendra, au-delà de son aspect comique. En mars 2001, pour mon journal Peuple Libre, j'ai eu la bonne idée de proposer une série d'articles écrits d'après les souvenirs de Jean Cherlian, un regretté acteur romanais qui avait fait carrière à Paris dans les années 70-90. Maître nageur de profession, mais également garde du corps professionnel, Jean Cherlian s'était formidablement débrouillé dans la capitale en cumulant les petits boulots tout en fréquentant des gens du showbiz pour finalement décrocher au cinéma des petits rôles ou des silhouettes. Plus de 200 films au total.
Mais la véritable profession de notre ami, c'était de sécuriser les lieux de tournage, principalement dans les Paris et sa banlieue. Il avait fondé une entreprise de ventousage, chargée de surveiller tous les endroits nécessaires aux prises de vue. Jean Charlian s'est très vite imposé avec ses ventouses et a très vite gagné sa vie. Véritable autodidacte, Jean, décédé en août 2013 en Thaïlande, fait partie de ces célébrités de romans sur Isère dont le souvenir s'est malheureusement quelque peu estompé. Idem pour Gilbert Servian, péageois d'origine 1929-2004, acteur de second rôle ou troisième couteau, très apprécié des réalisateurs notamment Claude Chabrol dans les années 60-70. Gilbert s'était surtout fait remarquer dans des films érotiques et pornographiques. Je prenais toujours plaisir à le croiser alors qu'il était devenu correspondant local de presse pour le Dauphiné libéré pour Romans et ses environs. Nous échangeons bien entendu sur le cinéma et Gilbert possédait une mémoire d'éléphant qui lui permettait de me raconter la petite histoire percutante, comme sa rencontre avec Alfred Hitchcock lors d'un cocktail à Paris. Le célèbre cinéaste avait lancé à la cantonade autour d'une table remplie de bouteilles vides. Je suis entouré de cadavres. Je vous remercie à tous pour votre passage. Je vous souhaite une agréable soirée, puis je vous retrouve très vite pour la suite.